En octobre 1922, la République soviétique célébra une grande victoire. L'Armée rouge et les partisans d'Extrême-Orient avaient libéré de l'intervention japonaise Vladivostok, le dernier secteur de la terre soviétique qui se trouvait encore entre les mains de l'envahisseur. Maintenant que tout le territoire du pays était libéré de l'intervention et que les tâches de la construction socialiste et de la défense exigeaient que fût encore renforcée l'alliance des peuples du pays des soviets, une question se posait. Grouper encore plus étroitement les républiques soviétiques en une seule union, en un seul État. Il s'agissait de réunir toutes les forces populaires en vue de construire le socialisme. Il s'agissait d'organiser une défense vigoureuse du pays. Il s'agissait d'assurer le développement harmonieux et complet de toutes les nationalités de notre patrie. Et c'est pourquoi il fallait rapprocher encore davantage, entre eux, tous les peuples du pays des soviets. En décembre 1922, se tint le premier congrès des soviets de l'URSS. À ce congrès, sur la proposition de Lénine et de Staline, fut réalisée l'union librement consentie des peuples soviétiques en un seul État. L'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. Au début firent partie de l'URSS la République socialiste fédérative de Russie, RSFSR, la République socialiste fédérative de Transcaucasie, RSFST, la République socialiste soviétique d'Ukraine, RSSU, et la République socialiste soviétique de Biélorussie, RSSB. À quelque temps de là se constituèrent, en Asie centrale, 3 républiques soviétiques fédérées indépendantes. La République d'Ouzbékie, la République de Turkménie et la République de Tadjiki. Quelques années plus tard, toutes ces républiques sont également rentrées dans l'Union des États soviétiques, dans l'URSS, sur la base du libre consentement et de l'égalité en droit, chacune d'elles conservant le droit de sortir librement de l'Union soviétique. Créer l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était renforcer le pouvoir des soviets. C'était, pour la politique léniniste stalinienne du parti bolchevique, remporter une grande victoire dans la question nationale. Il y a 100 ans, un événement d'importance mondiale et historique s'est produit. La volonté de millions de personnes s'est incarnée dans la création d'une formation étatique sans précédent. Depuis des siècles, l'humanité s'intéresse aux modèles et aux perspectives de développement. Cela a encouragé nos ancêtres à réfléchir. Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque des communautés primitives, des outils en pierre et des peintures rupestres jusqu'à l'ère des mégalopoles, de l'exploration spatiale et des technologies de toutes sortes. Karl Marx et Friedrich Engels ont montré de manière convaincante que le travail en tant que condition naturelle éternelle de la vie humaine jouait un rôle décisif dans la formation de l'homme et le progrès de la société. Les contradictions entre les forces productives croissantes et les relations de production obsolètes ont conditionné le mouvement de manière constante vers l'avant. Cette loi a révélé le caractère inévitable de la transition du capitalisme au socialisme. Comme l'écrivait Marx, les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale, contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Cependant, les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. Il met fin à la préhistoire de l'humanité et commence la véritable histoire, le socialisme et le communisme. La Révolution d'octobre et la formation de l'URSS ont confirmé cette prévision scientifiquement vérifiée. N'oublions pas que depuis les temps anciens, nos ancêtres ont été conduits par un rêve. Elle est née de la curiosité et du désir de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Qu'est-ce qui se trouve derrière, plus loin? La curiosité s'est transformée en une soif de connaissance et une aspiration au développement et s'est unie au rêve d'une société juste.
Cette percée vers un nouveau monde, un monde nouveau, c'est ainsi qu'est né un moment particulier de l'histoire. Sous la direction de Lénine, le socialisme est devenu non seulement une théorie et un courant politique, mais aussi une pratique sociale. La révolution en Russie a permis de déployer un effort grandiose pour construire une nouvelle société. En 1922, ces efforts ont également abouti à la création de l'Union des peuples frères, des nations sœurs. L'humanité est passée à un nouveau stade de développement. Pour la première fois, l'essence de l'État n'était pas les intérêts d'un groupe de propriétaires d'esclaves, de propriétaires fonciers ou de propriétaires d'usines, mais les besoins de la majorité des travailleurs. L'URSS est devenu le prototype de l'avenir, où les nations et les nationalités ne seront pas des ennemis, mais des amis et des bâtisseurs. Un pays est apparu sur la carte du monde, qui a pleinement reconnu le grand potentiel de l'internationalisme et du développement socialiste. À la fin de 1922, la victoire du pouvoir soviétique sur la contre-révolution intérieure et extérieure était assurée, la paix était assurée. Cependant, la Première Guerre mondiale et l'intervention des puissances capitalistes ont conduit à la ruine économique. Une grande partie du potentiel industriel a été détruite. La situation des masses était extrêmement difficile. La diminution du nombre de travailleurs a affaibli la base de classe du pouvoir soviétique. Les menaces extérieures et un blocus économique ont aggravé la situation. Le génie de Lénine a fourni des réponses indubitables aux énormes défis. Tout d'abord, le plan d'État pour l'électrification de la Russie a été élaboré. Le plan GOELRO, qui est l'acronyme de Commission d'État pour l'électrification de la Russie, ou Государственная комиссия по электрификации России, lance la restauration de l'économie nationale et devient la base d'une puissante percée industrielle. Les centrales électriques créées, selon les préceptes de Lénine, alimentent toujours en électricité des villes et des villages en Russie, au Bélarus, en Ukraine, en Asie centrale et dans le Caucase. Ainsi, dès les premiers pas du pouvoir soviétique, son grand potentiel créatif s'est révélé. Deuxièmement, Lénine a proposé l'unification des républiques soviétiques en un seul État socialiste multinational. Le chef du gouvernement bolchevique a évalué avec précision la profondeur des menaces militaires et l'ampleur des défis économiques. La situation imposait que les relations conventionnelles établies entre les républiques soviétiques dans les premières années après la Révolution ne soient plus suffisantes. La construction socialiste et la défense de la souveraineté contre l'agression du capital mondial exigeaient une unité fiable. Une politique étrangère commune était nécessaire. La défense devait être renforcée conjointement. Une division économique du travail, une assistance mutuelle et une coopération étaient nécessaires. La base idéologique d'une unité durable était la politique nationale historiquement progressiste. En pleine conformité avec les principes du marxisme, elle était fondée sur l'internationalisme prolétarien, la reconnaissance de l'égalité de tous les peuples et la volonté de déployer l'étendard de la lutte contre le colonialisme, le racisme, toutes les formes d'oppression. C'est Lénine qui a proposé la forme d'unification, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Chaque république faisait partie d'une seule fédération avec des droits égaux. Déclaration relative à la formation de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Depuis la formation des républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps, le camp du capitalisme et le camp socialiste. D'un côté, dans le camp du capitalisme, les haines et les inégalités nationales, l'esclavage colonial et le chauvinisme, l'oppression des nationalités et les pogroms, l'impérialisme bestial et les guerres. Ici, dans le camp du socialisme, la confiance réciproque et la paix, la liberté et l'égalité des nationalités, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples. Les efforts du monde capitaliste
pendant des dizaines d'années pour résoudre le problème de nationalité en conciliant le libre développement des peuples avec l'exploitation de l'homme par l'homme, se sont montrés impuissants. L'écheveau des contradictions nationales s'est au contraire de plus en plus embrouillé, menaçant l'existence même du capitalisme. La bourgeoisie s'est montrée incapable d'organiser la collaboration des peuples. C'est seulement dans le camp des soviets, grâce à la dictature du prolétariat, qui a groupé autour d'elle la majorité de la population, qu'il est apparu possible d'anéantir dans sa racine l'oppression des nationalités, de créer une atmosphère de confiance réciproque, de poser les fondements d'une collaboration fraternelle des peuples. C'est seulement grâce à cet ensemble de conditions que les républiques soviétiques ont réussi à repousser les attaques des impérialistes du monde entier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à liquider la guerre civile, à assurer leur propre existence et à procéder pacifiquement à l'œuvre constructive de leur organisation économique. Mais les années de guerre ne sont pas écoulées sans laisser de traces. Les champs dévastés, les usines fermées, les forces productives désorganisées et les ressources économiques épuisées, tel est l'héritage de la guerre, en présence duquel les efforts isolés de diverses républiques pour l'œuvre de reconstruction économique s'avèrent insuffisants. La restauration de l'économie populaire apparaît impossible tant que les diverses républiques resteront isolées. D'autre part, l'instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles invasions nécessitent la formation d'un front unique des républiques soviétiques en face de l'encerclement capitaliste. Enfin, la structure même du pouvoir soviétique international, de par son caractère de classe, pousse les masses laboureuses des républiques soviétiques à s'unir en une seule famille socialiste. Tout cet ensemble de circonstances exige impérieusement la réunion des républiques socialistes en un État fédéral capable de garantir la sécurité extérieure, le progrès économique à l'intérieur et le libre développement national des peuples. La volonté des divers peuples des républiques soviétiques qui s'est exprimée récemment dans leur congrès de leurs soviets et qui s'est prononcée à l'unanimité pour la formation d'une union des républiques soviétiques est un surgarant que l'union traduit la libre volonté des peuples égaux en droit, qu'à chaque république est assuré le droit de sortir librement de l'union, que toutes les républiques socialistes soviétiques, présentes ou futures, ont le droit d'accéder à l'union, que le nouvel État fédéral sera le digne couronnement des principes de coexistence pacifique et de collaboration fraternelle des peuples posés dès le mois d'octobre 1917, qu'il servira de solide rempart contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif dans la voie de l'unification des travailleurs de tous les pays en une république soviétique socialiste universelle.